Ça y est, la loi de finances pour 2026 a été adoptée. Et comme toujours, elle amène pas mal de changements, surtout pour le secteur de l'immobilier. Alors dans ce décryptage, on va voir ensemble ce que ça change concrètement, que l'on soit propriétaire, locataire ou même investisseur. Allez, c'est parti! Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par une très bonne nouvelle sur la rénovation verte. Ensuite, on se penchera sur un tout nouveau mécanisme pour l'investissement. On fera un point sur les aides et les taxes, notamment les APL et les logements vacants. Et enfin, on prendra un peu de recul pour voir où tout ça nous mène. Allez, on attaque tout de suite avec le premier gros morceau. Et franchement, c'est une excellente nouvelle pour tous ceux qui ont un projet de travaux de rénovation énergétique dans les cartons. 3,6 milliards d'euros. Oui, on parle bien de milliards. C'est le budget qui est reconduit pour MaPrimeRénov'. C'est un chiffre énorme et ça envoie un message très clair. La transition écologique des logements, ça reste une priorité absolue pour le gouvernement. Bon, 3,6 milliards, c'est bien beau, mais à quoi ça va servir concrètement ? Le guichet pour faire les demandes va rouvrir très vite, juste 10 jours après la publication de la loi. L'objectif, c'est de financer environ 150 000 gestes de rénovation ciblés, genre changer une chaudière ou des fenêtres, mais aussi 120 000 rénovations complètes, les fameuses rénovations d'ampleur. Et un point intéressant, l'argent ne vient pas que de l'État. Une partie est financée par les certificats d'économie d'énergie, ce qui implique aussi le secteur privé. Ok, après la rénovation, on passe à un autre sujet majeur. Attention, ça va intéresser tous ceux qui possèdent un bien en location ou qui envisagent d'investir dans la pierre. Il faut retenir ce nom, le dispositif Jeanbrun. Alors oui, ça sonne un peu technique, mais l'idée derrière est en fait assez simple. Il s'agit de créer un tout nouvel avantage fiscal pour motiver les gens à investir dans des logements pour les louer. Bref, pour relancer la machine de l'investissement locatif. Et là, c'est vraiment le point crucial à comprendre. Le système n'est pas du tout le même selon si on achète un logement neuf ou si on se tourne vers un logement ancien qu'il faudra rénover. Il y a deux logiques bien distinctes. Pour le neuf, la règle du jeu est simple. Plus on s'engage à louer à un tarif abordable, plus le cadeau fiscal est important. C'est du donnant-donnant. Par exemple, pour un loyer dit intermédiaire, l'avantage fiscal est de 3,5%. Mais si on va jusqu'au loyer très social, bien en dessous du marché, hop, ça grimpe à 5,5%. Bien sûr, il y a une contrepartie, il faut s'engager à louer son bien pendant au moins 9 ans. Maintenant, pour l'ancien, on change complètement de logique. Ici, l'avantage fiscal est conditionné à un très gros effort de rénovation. Pour en profiter, il faut que le montant des travaux atteigne au moins 30% du prix d'achat du bien. C'est énorme. En échange de cet investissement, on a des taux d'amortissement un peu plus faibles que dans le neuf, entre 3 et 4%, mais toujours avec cette fameuse condition de louer pendant 9 ans. Allez, on passe au troisième volet de ce budget, qui touche à la fois au portefeuille, avec les aides, et à la fiscalité, avec les impôts sur les logements inoccupés. Du côté des APL, bonne nouvelle, le projet de geler les aides a été abandonné. Ça veut dire qu'elles seront bien revalorisées pour suivre l'inflation. Par contre, attention, il y a une exception, et elle est de taille. À partir de la rentrée 2026, les étudiants étrangers qui ne sont pas de l'Union européenne et qui n'ont pas de bourse ne pourront plus toucher les APL. Maintenant, parlons des logements vacants. Pour comprendre ce qui va changer, le plus simple, c'est de citer directement l'objectif du gouvernement. Simplifier le dispositif et donner davantage de marge de manœuvre aux communes. On va voir ce que ça veut dire concrètement. En gros, avant, c'était un peu compliqué. Il y avait deux taxes différentes pour les logements vides, la TLV et la THLV. À partir du 1er janvier 2027, on simplifie tout ça, il n'y en aura plus qu'une seule, la TVLH. Le but, c'est non seulement de rendre le système plus lisible, mais aussi de donner un outil plus puissant aux mairies pour qu'elles puissent inciter les propriétaires à remettre leurs biens sur le marché de la location. Bon, on a vu pas mal de détails. Maintenant, essayons de prendre un peu de hauteur pour voir la photo d'ensemble, pour comprendre où le gouvernement veut en venir avec toutes ces mesures. Si on devait résumer ce budget en 4 points clés, voilà ce qu'il faudrait retenir. Premièrement, on continue de pousser très fort sur la rénovation écologique. Deuxièmement, on tente de créer de nouveaux logements à louer avec ce fameux dispositif Jeanbrun. Troisièmement, on s'attaque aux logements vides. Et enfin, quatrièmement, on maintient le soutien aux locataires via les APL. Mais attention, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Toutes ces mesures, en réalité, ce ne sont que les premières pièces d'un puzzle beaucoup plus grand. Ce grand puzzle, c'est le plan Relance Logement. Il a été annoncé fin janvier et l'ambition est massive. On parle de construire 2 millions de logements neufs d'ici 2030. Donc il faut bien comprendre que les mesures du budget 2026 ne sont en fait que le coup d'envoi de cette stratégie à très long terme. Alors la vraie question, la grande question qui se pose maintenant, c'est est-ce que ce cocktail de mesures entre les aides à la rénovation, les incitations à investir, la fiscalité, est-ce que ça va vraiment suffire pour résoudre la crise du logement en France? Est-ce que ce plan parviendra à redessiner durablement l'avenir de l'immobilier dans le pays? C'est tout l'enjeu des années à venir.